Bonjour et bienvenue dans cette émission proposée par l'UNADEV, l'Union nationale des aveugles et déficients visuels. Je suis Noémie, je suis journaliste et aujourd'hui je vous emmène au cœur de la recherche sur les maladies de la rétine. L'objectif des chercheurs et des chercheuses est de trouver des traitements qui freinent ces maladies, voire qui les guérissent. Rétinopathie diabétique, rétinite pigmentaire ou encore DMLA, autant de maladies au nom un peu compliqué qui touchent près d'un Français sur 10. Nous sommes à l'Institut des neurosciences Paris-Saclay, un immense bâtiment de verre et de béton. Et c'est l'un des pôles de recherche les plus importants sur le système nerveux. 250 personnes réparties dans 21 équipes de recherche. Vous le comprenez, un endroit incontournable quand on veut s'intéresser au fonctionnement des circuits neuronaux. Alors quel est le rapport entre les neurones et les maladies de la rétine, me direz-vous? Eh bien, la rétine est un organe du système nerveux. Elle comprend différents types de neurones qui peuvent être endommagés dans certaines maladies, entraîner des troubles de la vision, voire la cécité. Dans cette émission, nous irons à la rencontre de 3 chercheuses, toutes spécialistes de la rétine. Elles ont bénéficié de financement de l'UNADEV dans le cadre de l'appel à projet Maladies de la vision, origine et traitement. Alors avant de retrouver Cécile Delettre à l'Institut des neurosciences de Montpellier et Francine Béard-Cohen à l'INSERM, eh bien je vous emmène dans le laboratoire de Muriel Perron, une éminente chercheuse dans ce très impressionnant Institut des neurosciences de Paris-Saclay. Bienvenue dans cette émission proposée par l'UNADEV, intitulée « La rétine au cœur des maladies ophtalmiques ». Bonjour Muriel. Bonjour. Alors vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous êtes co-directrice de l'Institut des neurosciences Paris-Saclay. Nous sommes ici dans un laboratoire. Alors il y a des pipettes, il y a du matériel scientifique, il y a des solutions, il y a un système de climatisation, d'aération. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ici ? Alors, mon équipe ici à l'Institut des neurosciences Paris-Saclay s'intéresse à la rétine. Alors, il faut savoir que la rétine, chez certains patients, dégénère. Il y a certaines cellules qui vont dégénérer, donc qui vont mourir petit à petit, qui vont conduire à la perte de la vision. Il y a des maladies liées à l'âge, comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge. DMLA. DMLA, tout à fait. Il y a des maladies qui ont une cause génétique, comme les rétinites pigmentaires, qui conduisent elles aussi à la dégénérescence des photorécepteurs, donc ces cellules dans la rétine qui captent la lumière et qui conduisent à une perte de la vision. Au laboratoire, on essaye de trouver des pistes pour soigner ces maladies parce que dans l'extrême majorité de ces maladies, on ne connaît aujourd'hui pas de traitement. Est-ce que ici, à l'Institut des neurosciences Paris-Saclay, vous êtes spécialisé sur une approche en particulier ? Alors, il y a différentes approches et selon la cause de la maladie, selon le type de patient, selon le gène qui est muté ou selon la progression de la maladie, on va avoir besoin d'une certaines pistes versus une autre. Et donc, il est important d'avancer de front sur différentes approches thérapeutiques pour pouvoir soigner le plus grand nombre de patients. Et donc, au laboratoire, en fait, on a 3 pistes qui nous intéressent. L'une qu'on appelle la neuroprotection. L'idée, c'est de trouver des molécules qui vont ralentir la mort et la dégénérescence donc des cellules de la rétine. Pour freiner les maladies. Pour ralentir la dégénérescence, neuroprotection. On a une approche de thérapie génique, là qui vise à remplacer le gène qui est muté. Voilà, il y a une mutation dans le gène, ça veut dire que sa fonction n'a pas lieu et ça conduit à la mort des photorécepteurs, par exemple. Et dans ces cas-là, on essaye de remplacer ce gène muté pour compenser la perte et sauver les cellules qui sont destinées à mourir. Thérapie génique et thérapie cellulaire, où on parle aussi de médecine régénérative. Là, c'est un stade très avancé de la maladie. Quand les cellules sont déjà mortes, eh bien, ce qui nous intéresse, c'est de remplacer ces cellules mortes. Donc on parle là de médecine régénérative pour régénérer les cellules qui ont disparu. Très bien. Alors en 2019, vous avez été lauréat de l'appel à projet de l'UNADEV. Est-ce que ce financement vous a servi dans l'une de ces 3 branches ou dans les 3 ? Donc le projet qui a été soutenu par l'UNADEV, c'est le projet de thérapie cellulaire, donc la médecine régénérative, l'axe qui visait à essayer de comprendre un peu mieux comment on pourrait stimuler cette régénération. Donc cette régénération de cellules déjà mortes. Exactement. Okay. Donc qui dit médecine régénérative dit cellule souche. Donc la cellule souche, c'est une cellule très particulière qui a la capacité de se diviser, de se multiplier et de générer de nouvelles cellules de différents types
qui peut se transformer en n'importe quel type de cellule Voilà. dans le corps humain. Est-ce que c'est ça? Au stade embryonnaire, on parle de cellules souches embryonnaires, elles sont capables de donner tous les types qui nous constituent. Ouais. Donc elles ont un potentiel incroyable. Donc en termes de médecine, on se dit elles ont un potentiel énorme pour remplacer différents types de cellules. Et en fait, il se trouve que chez l'adulte, on a aussi des cellules souches, alors qui ont un potentiel plus restreint. Mais par exemple, notre peau, on a des cellules qui meurent tous les jours. Et pourquoi ces cellules sont remplacées? Parce qu'on a des cellules souches qui sont capables continuellement de se fabriquer diviser de la cellule de peau. Exactement, de remplacer nos cellules de peau. C'est le cas dans beaucoup d'organes, dans la rétine, pas du tout. C'est-à-dire que dans la rétine, on n'a pas ce principe de cellule souche qui vient en aide aux autres cellules, si je puis dire. Exactement. Dans la rétine, en fait, les cellules que vous avez aujourd'hui dans votre rétine, ce sont les mêmes que vous aviez à votre naissance. Nos photorécepteurs, ce sont les mêmes qu'on doit garder toute notre vie. Pas de régénération parce qu'il n'y a pas de cellules souches dans la rétine de l'homme ou Du mammifère. Du mammifère en général. Mais il existe certaines espèces, chez les poissons par exemple, ou chez les amphibiens, les grenouilles, qui, elles, si elles ont une lésion, si elles ont une dégénérescence de leur rétine, alors elles sont capables de régénérer. Incroyable. Si vous voulez en savoir plus, à discuter avec Caroline Bordet, maître de conférence à l'Université Paris-Saclay, et Juliette Bittard, qui est une chercheuse de l'association Rétina France. Avec plaisir. Merci Muriel. Je me demande bien comment un petit étard de quelques millimètres peut être un modèle de régénération pour l'être humain. Eh bien, je vais aller voir Caroline Bordet. Elle travaille sur le xénope, qu'on appelle aussi crapaud à griffes. Alors, bonjour Caroline. Bonjour Noémie. Merci beaucoup de nous recevoir ici. Vous êtes enseignante chercheuse à l'Université Paris-Saclay. Oui. Et là, on est au premier étage de ce bâtiment, dans une pièce qui fait à peu près 30 mètres carrés, blanche. Ça ressemble franchement à un laboratoire. Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce que vous faites ici exactement? Alors c'est une partie du laboratoire où effectivement dans cette pièce on va travailler avec notre modèle qui est le xénope, qui est un amphibien en provenance d'Afrique du Sud. Une grenouille? Une grenouille, tout à fait, une grenouille, et qui a une très forte capacité de régénération, notamment au niveau de sa rétine. Et évidemment, c'est ce qui nous intéresse dans l'équipe. Alors, qu'est-ce que vous faites dans cette salle précisément? On voit d'ailleurs Alicia qui est derrière nous, qui travaille assidûment. Alors, Alicia, effectivement, est en train de créer un modèle de dégénérescence. Parce que vous l'imaginez bien, si on veut travailler sur la régénération, on est obligé de provoquer une dégénérescence. Donc, ce qu'on fait, on a plusieurs façons de provoquer une dégénérescence. On va avoir des lésions mécaniques, c'est-à-dire on fait un petit trou dans la rétine et puis on va ensuite étudier les mécanismes que l'amphibien met en place pour réparer cette lésion. On va avoir aussi, parfois, on va injecter des molécules chimiques qui sont toxiques pour les cellules de la rétine et donc ça va provoquer de la mort de certaines cellules de la rétine. Et là, à nouveau, on va étudier les mécanismes qui se mettent en place pour réparer. Et la troisième méthode, c'est ce qu'est en train de faire Alicia, eh bien, c'est ce qu'on appelle la méthode CRISPR-Cas9. Alors, expliquez-moi exactement en quoi ça consiste. CRISPR-Cas9, il faut imaginer que ce sont ce qu'on appelle des ciseaux moléculaires. Ça a valu d'ailleurs un prix Nobel en 2020 parce que ça a été complètement révolutionnaire. C'est-à-dire que là, on va pouvoir, grâce à une molécule qu'Alicia est en train d'injecter, aller couper l'ADN. Et nous, en l'occurrence, on veut mimer des dégénérescences rétiniennes humaines. Et donc, on a choisi de cibler le gène de la rhodopsine. Le gène de la rhodopsine va donner une protéine qui est la rhodopsine, qui est spécifiquement présente dans les photorécepteurs. Les photorécepteurs, faut dérouler le fil à chaque fois. Ce sont des cellules de la rétine. C'est elles qui vont capter la lumière et convertir ce message lumineux en un message électrique qui sera ensuite transmis à notre cerveau pour interpréter ce que l'on voit. Eh bien, cette rhodopsine, c'est une molécule donc, qui est spécifiquement présente dans les photorécepteurs. Du xénope, mais aussi de l'être humain. De l'être humain également. Okay. Et si on n'a plus cette rhodopsine, en fait, eh bien, alors, les photorécepteurs ne peuvent plus faire leur tâche et fonctionner, et ils vont mourir en fait. Donc ces photorécepteurs vont mourir. Et donc c'est comme ça que l'on perd la vue, et c'est comme ça que nous, on obtient un modèle, ce qu'on appelle un modèle de dégénérescence rétinienne chez notre xénope, qui correspond en l'occurrence à beaucoup de cas de rétinite pigmentaire. D'accord. Et est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui des choses qui réparent? Quelles sont les sources d'espoir finalement? Alors, il y en a beaucoup.
On a trouvé notamment que, et donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà trouvé depuis plusieurs années, on a déjà identifié l'un des types cellulaires impliqués dans la réparation, c'est-à-dire quelles sont les cellules qui, en cas de lésion, vont se mettre à se multiplier pour donner des nouveaux neurones, pour remplacer les neurones perdus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les cellules de Müller. En cas de lésion, elles changent en fait de fonction, elles deviennent des cellules souches en fait, et donc elles vont se multiplier pour régénérer les neurones perdus. Donc ça, c'est chez le Xénope. C'est chez le Xénope. Et donc vous essayeriez, si je comprends bien, de reproduire ça chez l'être humain. Exactement. Donc ce qu'on voudrait, c'est que les cellules de Müller, en fait, elles sont présentes également chez les mammifères, et donc en l'occurrence chez l'humain. Mais chez l'humain, on sait qu'elles sont capables de se réveiller, mais c'est pas du tout efficace. Elles ne produisent pas suffisamment de cellules pour réparer les cellules qui ont été perdues. Donc en fait, ce qu'on cherche à savoir, c'est pourquoi c'est efficace chez le Xénope, la grenouille, et pourquoi ça ne l'est pas chez l'homme. Et ensuite, eh bien, nous avons donc l'autre partie de l'équipe qui travaille chez la souris et qui va essayer d'appliquer ce qu'on aura trouvé chez le Xénope à la souris afin d'améliorer la régénération qui est très 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 faible si on ne fait rien. Merci beaucoup Caroline, c'était passionnant. Merci, je vous en prie. Alors maintenant, ce que nous allons découvrir, eh bien, ce sont les recherches sur les avancées les plus récentes de l'équipe de Muriel Perron et on a une chance énorme de pouvoir accéder à ça. Mais avant de rentrer dans cette salle stérile, je vais devoir m'équiper. Je vais mettre des gants, une blouse et des surchaussures. Hop, voilà. Bonjour Juliette. Bonjour Noémie. Alors, on est ici dans votre laboratoire, hein, c'est un des endroits dans lesquels vous travaillez. On sent que l'atmosphère est un peu plus fraîche, c'est une salle réfrigérée, c'est une salle en tout cas où tout est contrôlé, l'air, la température, tout est contrôlé. Très bien. Alors, expliquez-moi ce que vous faites ici Juliette. En fait, comme vous l'a expliqué Muriel, le Xénope est capable de régénérer sa rétine, ce qui n'est pas du tout le cas des mammifères comme la souris ou l'homme. Donc en fait, ce qu'on est capable de faire par contre, c'est d'initier le processus de régénération en mettant des rétines de souris en culture. Une fois que ces rétines sont en culture, qu'est-ce que vous cherchez à observer? On cherche à stimuler le réveil des cellules de Müller. Cellules de Müller, on nous en a parlé juste avant, mais rappelez-nous ce que c'est. Les cellules de Müller sont les cellules de la rétine qui, chez les espèces qui régénèrent, comme le Xénope, comme les grenouilles exactement, permettent le remplacement des cellules mortes, comme par exemple les photorécepteurs. Ce sont exclusivement celles-là, dans la rétine du Xénope, qui permettent le remplacement des cellules mortes. Ces cellules existent aussi chez vous, chez moi et dans les souris. Mais le processus ne fonctionne pas. C'est-à-dire que notre organisme n'est pas capable de régénérer ces cellules. Exactement. Sans doute à cause, c'est ce qu'on suppose, d'un mauvais environnement inflammatoire. Alors, un environnement inflammatoire, c'est une inflammation. C'est une inflammation, exactement. Et donc en fait, ici, ce qu'on essaye de simuler, c'est l'étape d'initiation de la régénération, qui est l'étape de réveil des cellules de Müller. C'est la première étape qui se passe chez le Xénope quand il régénère sa rétine. On essaie de reproduire ça chez la souris. Exactement. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne très très bien. Donc on rajoute dans le milieu de culture une molécule inflammatoire et ça permet aux cellules de Müller de se réveiller. Est-ce que pour autant, ça permet aux cellules de se régénérer? Ça, on ne sait pas encore. Donc c'est vraiment l'étape où on en est là. On sait, et c'est très encourageant, qu'on est capable avec une molécule inflammatoire de réveiller les cellules de Müller. Mais on ne sait pas encore si les cellules de Müller d'une rétine de souris sont capables de remplacer les cellules mortes pendant la culture. D'accord, donc si je comprends bien Juliette, c'est un peu la moitié du chemin qui a été fait jusque-là. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, mais c'est déjà très encourageant parce que quand on a vu qu'en mettant une molécule inflammatoire dans le milieu de culture, les rétines de souris, d'un seul coup, vous allez voir sur le microscope, c'est assez spectaculaire, il y a plein de cellules de Müller qui se sont réveillées.
Franchement, c'est le bonheur, quoi. On se dit, ouais, c'est la moitié du chemin, quoi. Après c'est la partie la plus compliquée qui nous reste à décrypter. Hein. Bon, et ben merci beaucoup pour ce message d'espoir. Merci de votre accueil, Juliette. De rien. Alors Muriel, je viens de rencontrer une partie de votre équipe et on a vu que les recherches étaient vraiment prometteuses. Quelles sont selon vous les prochaines étapes clés dans les mois ou les années qui viennent? Alors, vous l'aurez compris, on a fait des avancées, mais on n'en est pas encore à un stade où on arrive à régénérer intégralement les rétines endommagées. Alors, j'espère vous avoir convaincu que pour aller plus loin et pour trouver les molécules importantes, la recherche fondamentale est essentielle. Il n'y a pas de recherche clinique sans recherche fondamentale. Donc, notre objectif, c'est de continuer à explorer les mécanismes qui sous-tendent la régénération chez des espèces où ça marche, où on sait que ça fonctionne, pour trouver des molécules essentielles et efficaces, pour aller ensuite tester dans un modèle mammifère qui mime comme nous une absence de régénération, savoir si on arrive à stimuler cette régénération pour ensuite espérer aller à un stade clinique chez les patients atteints de neurodégénérescence rétinienne. Merci beaucoup Muriel. Alors maintenant, je vous propose un reportage. Est-ce que vous connaissez Cécile Delettre ? Je connais Cécile Delettre, on se croise régulièrement à des comités scientifiques. Eh bien justement, vous allez voir, Cécile Delettre est biologiste et lauréate également de l'appel à projet de l'UNADEV en 2019. Elle, sa spécialité, ce sont les neuropathies optiques héréditaires, des affections dégénératives qui touchent les cellules de la rétine et qui peuvent rendre aveugle. Nous sommes allés la rencontrer à Montpellier, à l'Institut des neurosciences. Elle travaille, elle aussi, sur un petit animal qui semble bien éloigné de l'homme, et pourtant. Le reportage. C'est au cœur du pôle Sciences et Santé de Montpellier, qui regroupe plusieurs hôpitaux et laboratoires, que des recherches de pointe sont menées. Cécile Delettre, biologiste à l'INSERM, travaille sur les neuropathies optiques héréditaires, des maladies qui affectent la rétine. La rétine est composée de plusieurs couches de cellules nerveuses. Et ce sont les cellules ganglionnaires, dont le prolongement forme le nerf optique, qui sont défectueuses dans ces maladies, ce qui cause de nombreux symptômes. Au niveau de la vision, les patients ont tout d'abord une perte du champ visuel central, donc comme on peut le voir ici. Donc il y a une perte du champ visuel central et aussi une atteinte de la vision des couleurs. Et petit à petit, les patients vont perdre la vue jusqu'à la cécité. Donc ce sont des maladies rares. Il y a environ une personne sur 10 000 qui est atteinte. L'équipe a découvert qu'une partie des neuropathies optiques héréditaires était due à la mutation d'un gène, le SSBP1. Lors de son appel à projet en 2019, l'UNADEV a décidé de financer ses recherches autour de cette nouvelle piste prometteuse. L'équipe de Cécile Delettre a réussi à reproduire la maladie chez l'animal pour mieux la comprendre. Et nous avons choisi d'utiliser le modèle de poisson-zèbre. Le but de ce modèle, c'est de pouvoir tout d'abord étudier les mécanismes qui entraînent cette perte du nerf optique et également de tester des approches thérapeutiques pour pouvoir après les utiliser chez l'homme. Pour effectuer ces recherches, 3000 poissons zèbres sont élevés sur place dans une animalerie. Comme tu peux le voir, on est pas mal rempli au niveau de l'animalerie. Et en fait, les lignées que vous utilisez, vous, avec Juliane, c'est celle-ci. Tu vois, là, on a des petits en croissance. Alors, ces poissons, naturellement, ils vivent plus en Indonésie ou en Inde, dans des petits cours d'eau douce. Donc, nous, on les élève comme modèle animal pour nos expériences et notamment pour étudier le développement au niveau des yeux. Un petit poisson qui semble bien éloigné de l'homme, et pourtant. En fait, le poisson zèbre a un développement au niveau de la rétine et de l'œil très similaire à celui de l'homme. Les gènes sont exprimés, les mêmes gènes sont exprimés que chez l'homme. Et on peut avoir beaucoup d'individus pour pouvoir étudier différentes conditions, différentes molécules. Donc le poisson est un très bon modèle. Et la structure aussi de la rétine chez le poisson est très similaire à la structure de la rétine humaine. Sur ce projet de recherche, Cécile Delettre travaille notamment avec Juliane Perrin, en charge de toutes les expérimentations sur les poissons. Et la première étape, c'est d'injecter les œufs de poisson avec une solution qui va bloquer l'expression du gène SSBP1, exactement comme chez les malades. L'idée, c'est d'aller dans le poisson zèbre,
reproduire le défaut qu'il peut y avoir chez les patients, et après utiliser ce modèle animal de poisson qui va, comme nous, qui va voir et réagir à la lumière. Donc on va pouvoir comprendre ce qui se passe dans le poisson zèbre quand on bloque ce gène, et peut-être même essayer de traiter ou prévenir les défauts qui sont induits dans le poisson zèbre en testant des molécules qui pourraient avoir un effet thérapeutique. Les larves sont ensuite soumises à des tests lumineux. L'idée est de vérifier ce qui change dans leur comportement quand on bloque l'expression du gène SSBP1. À gauche, on a des poissons normaux qui n'ont pas été injectés, et à droite, on a des poissons qui ont été injectés avec la molécule qui va aller bloquer le gène SSBP1. Et ce qu'on a vu, c'est que en présence de lumière, les poissons pour lesquels on a éteint SSBP1 dans un sens ont tendance à réagir moins. Depuis le début du financement de l'UNADEV, la recherche menée par la scientifique a bien progressé. Prochaine étape, tester des molécules pharmaceutiques qui ont une action protectrice sur le nerf optique. Un essai est déjà en cours sur une molécule. Alors pour l'instant, c'est une molécule qui n'apparaît pas toxique chez les organismes, puisque c'est un analogue d'une molécule naturelle qui existe déjà et que l'on synthétise. Donc, mais le moyen de l'administrer est encore en phase de test, donc soit par comprimé ou par collyre. L'important, c'est qu'il faut que ça arrive jusqu'aux cellules de la rétine. Donc il faut qu'on teste si, lorsqu'on va l'ingérer, la molécule peut arriver jusqu'à la rétine. Il reste encore de nombreuses étapes avant la mise au point d'un éventuel médicament. Mais les équipes sont portées par les attentes des malades. Et on aimerait beaucoup avancer bien plus vite pour leur donner de l'espoir de guérison. L'équipe de Cécile Delettre espère pouvoir proposer un traitement efficace d'ici 5 à 10 ans. Le temps nécessaire pour faire tous les tests et s'assurer de l'innocuité de la molécule thérapeutique. Alors Muriel, on l'a vu, Cécile Delettre s'intéresse à un gène qui est en cause dans une maladie de la rétine. Est-ce que c'est le cas de façon générale? Est-ce que chaque maladie de la rétine est liée à un gène en particulier à chaque fois? Beaucoup de maladies neurodégénératives de la rétine touchent en effet un gène, il y a une mutation dans un gène donné. Il y a beaucoup de gènes qui sont impliqués, beaucoup de mutations dans ces différents gènes qui vont conduire à des maladies un peu différentes. Donc il y a un contexte génétique certain. Maintenant, ce n'est pas systématique. Il y a des maladies comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA, qui a certes un contexte génétique, mais aussi d'autres facteurs qui vont être impliqués, l'âge, l'environnement, l'alimentation, ce genre de choses. On sait qu'il y a différents, c'est multifactoriel. Plusieurs facteurs vont être impliqués et pas seulement la génétique. Merci beaucoup Muriel Perron de nous avoir accueillis ici à l'Institut des neurosciences Paris-Saclay. Et puis on espère bien sûr qu'un jour, nous aussi les êtres humains, on saura régénérer les cellules de notre rétine. L'entretien. Et pour finir cette émission, j'ai le plaisir de vous proposer maintenant un entretien avec une scientifique difficile à présenter, tant elle multiplie les casquettes. Elle est chercheuse, ophtalmologue, chirurgienne et dirigeante d'une start-up. Et puis elle était en 2020 lauréate de l'appel à projet de l'UNADEV. J'ai le plaisir d'être en direct avec Francine Béard-Cohen. Bonjour Francine. Bonjour. Alors vous êtes installée dans votre bureau des Cordeliers à Paris, là où est installé votre laboratoire de recherche de l'INSERM. Vous menez depuis des années des recherches sur la DMLA. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette maladie? La DMLA, c'est dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est la maladie rétinienne la plus fréquente chez les personnes de plus de 60 ans et qui va entraîner une perte de la vision centrale, donc qui permet de voir de façon précise, de voir les couleurs, de pouvoir reconnaître des visages, lire, etc. C'est une gêne importante parce qu'on a une espèce de tache centrale, qu'on a les formes très évoluées, qui empêche de reconnaître un visage à quelques mètres, de lire. C'est quand même très très gênant. Alors la recherche a largement amélioré la prise en charge de cette maladie puisqu'il existe désormais des traitements, mais ils sont souvent lourds et ils ne fonctionnent pas chez tous les patients. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Alors, ce qui a vraiment été la révolution, c'était ces médicaments qu'on injecte dans l'œil. Et c'est vrai que quand on a utilisé ces médicaments, ça a été pour nous, les médecins, la révolution. C'était la première fois que les patients ne perdaient pas de façon inévitable la vision. Et la majorité des patients, 90%, gardent leur vision. Et 30% sont même améliorés
jusqu'à pouvoir reconduire par exemple. Mais à force de vous injecter ces médicaments, qu'on doit malheureusement injecter de façon très répétée, tous les mois, tous les 2 mois pendant des années, on s'est rendu compte que d'abord tout le monde ne répondait pas de la même façon au traitement, parce que sur le long cours, malheureusement, il y a d'autres événements qui apparaissent, qui sont la fibrose. Est-ce que vous pouvez détailler ce point ? Eh bien, la fibrose, c'est une cicatrice. On peut avoir une très jolie cicatrice sur la peau, on voit quasiment rien, et donc finalement, le tissu a reformé un tissu normal. Mais parfois, on peut cicatriser, mais aux dépens d'une cicatrice très vilaine qui va former un genre de cordage dur. Et ça, quand ça se passe sous la rétine, eh bien, on ne voit plus. Le tissu ne s'est pas rétabli de façon normale. Et donc, on cherche des médicaments qui vont permettre la restauration d'une cicatrice, mais avec le maintien du tissu normal, car c'est indispensable à pouvoir continuer à voir, en fait. Et alors, le projet financé par l'UNADEV en 2020, sur quoi portait-il ? Sur cette problématique de comment améliorer les traitements existants. Et nous avions montré précédemment qu'un médicament qu'on prescrivait dans les suites de l'infarctus du myocarde, parce qu'il favorisait la réparation d'un cœur normal après l'infarctus, quand on l'avait administré sur des modèles, eh bien, ils avaient une amélioration. Et donc on s'est dit, il faudrait qu'on comprenne comment ça marche, à quel patient ce médicament pourrait vraiment être utile, et développer une formulation oculaire, spéciale pour l'œil, pour améliorer son efficacité. Et c'était ça le projet UNADEV. Donc on a pu fabriquer un médicament utilisable pour être injecté dans l'œil. On a pu vérifier que ce médicament, il dure au moins 3 mois, donc on n'aura pas besoin de le réinjecter tout le temps. Et puis on a pu montrer, avec ce financement, que de façon d'ailleurs assez inattendue, ce qui a d'ailleurs conduit à un brevet, que ce médicament permettait à ces cellules qui s'abîment, eh bien, de maintenir une bonne forme. On voit qu'elles régénèrent mieux que si elles ne recevaient pas le traitement. Et la troisième chose qu'on a pu montrer, c'est que ce médicament va aussi avoir un effet extrêmement bénéfique sur les vaisseaux qui se trouvent sous la rétine et qui viennent apporter toute la nutrition nécessaire pour éviter que les cellules ne meurent dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et quelles sont les prochaines étapes maintenant ? Voilà, on a avancé pas mal. Il nous reste encore, avant de pouvoir tester cette formulation-là chez des patients, à démontrer qu'elle est non toxique, mais dans des conditions réglementaires, on va dire. Et puis après, on pourrait aller chez des patients qui répondent mal au traitement pour apporter un supplément, et on espère préserver la vision le plus longtemps possible. Merci beaucoup pour ces explications, Francine Béard-Cohen. Merci à vous. Et on espère que vos recherches contribueront à améliorer la prise en charge de la DMLA qui touche près de 8% des Français. Et c'est la fin de cette émission proposée par l'UNADEV au sujet des avancées sur les atteintes rétiniennes. Les pistes suivies par les chercheuses et les chercheurs sont multiples. Nouvelles molécules pharmaceutiques avec Francine Béard-Cohen ou Cécile Delettre. Régénération de la rétine chez les souris, les grenouilles, avec Muriel Perron et ses équipes. Ces chercheuses et chercheurs qui œuvrent chaque jour à ce que leurs découvertes sur les animaux soient transposables à l'être humain dans un avenir proche. Merci très chaleureusement de nous avoir suivis et à très bientôt.